Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un dossier d'enquête que vous regardez. C'est des vidéos plus longues, plus travaillées. Et surtout, le but de ce genre de vidéo, c'est que ça soit des vitrines argumentatives. Que vous les gardiez bien en tête, que vous y reveniez de temps en temps quand vous cherchez des éléments ou des sources ou des arguments. Si vous en avez besoin dans un débat, dans une conversation, ou même si vous voulez juste partager cette vidéo à des personnes avec qui vous avez régulièrement ce genre de conversation. Aujourd'hui, dans ce dossier d'enquête, on va traiter de la question qui sont les Français. On va aborder des notions comme le grand remplacement, les Français de souche, la génétique, mais aussi des raisonnements rhétoriques qui permettront de cette vidéo d'être une masterclass au sens très littéral du terme, c'est-à-dire de vous donner des informations, de vous donner des outils et des arguments pour mener à bien des conversations ou juste pour convaincre des personnes dont vous aimeriez bien qu'ils ou elles rejoignent nos idées. Alors peut-être des personnes me découvriront avec ce genre de vidéo. Moi, c'est le Braque, meilleur noir de France. Je suis nationaliste, libéral, conservateur, ça ce sont les grandes lignes. Et évidemment que cette vidéo est politiquement orientée à droite. Je ne me suis jamais réclamé de l'impartialité. Tous les arguments que je développe dans ce genre de vidéo sont des outils au service de mon argumentation et de mes convictions politiques. Maintenant que tout cela est dit, je vais vous présenter la vidéo qui va se diviser en 3 étapes que j'ai trouvées plutôt logiques. La première, c'est définir et illustrer ce que c'est qu'un peuple de souche, d'abord avec un raisonnement logique, puis en s'appuyant sur des définitions scientifiques. Dans un second temps, j'expliquerai comment est-ce qu'avec la définition scientifique, on peut légitimement considérer qu'il existe un peuple de souche français et un peuple de souche plus largement européen. Plutôt l'inverse, il existe un peuple de souche européen et plus précisément un peuple de souche français. Et enfin, dans une troisième partie, et qui ne sera pas une conclusion, je répondrai spécifiquement à des arguments qui nous sont apportés lorsque la question de l'existence d'un peuple de souche sont sur la table, et j'y répondrai de manière chirurgicale. Ça sera des PLS sur PLS à la fin. Alors je profite pour vous le préciser, ce genre de vidéo risque d'être un petit peu longue et parfois je serai très précis avec des notions scientifiques, techniques, et je serai obligé de le faire. Mon travail en post-production et en montage, ça va être de rendre tout ça plus digeste, mais parfois ça sera plus difficile d'illustrer, donc ça risque d'être un petit peu plus dur à suivre que d'habitude. Mais en fait, si vous avez l'attention d'un moineau de 3 ans parce que vous êtes bousillé à TikTok et Instagram, c'est peut-être sur ce genre de vidéo que vous devriez faire un effort d'attention pour essayer de suivre un argumentaire plutôt que de devoir absolument avoir besoin d'images, de lumière, de son et de bruitage. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse profiter de cette vidéo. Vous regardez le dossier d'enquête numéro 2, qui sont les Français. Jingle, j'ai pas de jingle. Abonne-toi pour le référencement. N'oublie pas de t'abonner. C'est terrible de voler comme ça. Un peu de honte, un peu de pudeur, un peu de harchema. Les mecs, merci beaucoup Georges pour le jingle. J'ai pas les moyens pour me payer un jingle, donc s'il y a quelqu'un qui veut me l'offrir, contactez-moi sur Instagram. D'ailleurs là-bas, on y a passé la barre des 100 000 abonnés, donc un grand merci. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir en fait. Parce que là, j'ai 100 000 abonnés sur Insta et j'en ai même pas 10 000 ici. Vous êtes où ? Vous êtes où? Heureusement que j'avais dit pas d'introduction à rallonge. Ouais. Grand 1, qu'est-ce que c'est qu'un peuple de souche? Oui, parce que le but, c'est quand même de pouvoir aujourd'hui s'arrêter uniquement sur la notion de Français de souche. Alors pourquoi est-ce que je parle de Français de souche alors que je demande qui sont les Français? C'est puisqu'il existe 3 axes de définition de ce que c'est qu'un Français. Il y a une définition ethnique, c'est-à-dire faire partie d'un peuple ethnique. Il y a le fait d'avoir la culture française, c'est-à-dire connaître la culture française, parler la langue française, connaître l'histoire de France, vivre en France sur le territoire de France. Et enfin, il y a la troisième possibilité, c'est avoir la nationalité française, qui est souvent basée sur l'une des 2 premières définitions. Mais aujourd'hui, on va spécifiquement arrêter sur la notion de Français de souche, puisqu'elle est souvent niée par les personnes de gauche. Français de souche, c'est les Français ethniques. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que les Français de souche existent? Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un Français de souche? Pour répondre à cette question, on va d'abord faire un raisonnement logique, qui serait une potentialité. Ensuite, on verra si cette définition par raisonnement, elle peut être appuyée de manière scientifique. Un peuple de souche pourrait se définir comme étant un peuple autochtone d'un territoire, c'est-à-dire un peuple originel dont les membres descendent d'ancêtres communs, plantés eux-mêmes sur plusieurs générations, formant une base ethnique, historique et culturelle cohérente et continue. Si on devait imager cette idée, ce serait assez simple. On parle souvent de souche par rapport à l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre, il est enraciné dans une terre très précise, qui va donner lieu à des racines qui s'implantent dans cette terre et qui vont donner une souche, puis un tronc et enfin des branches représentant chaque individu. Toutes les feuilles et toutes les branches de cet arbre ne sont issues que de l'existence au préalable d'un tronc
de racines et de la terre dans laquelle elle se déploie. Mais il existe une deuxième image aussi très simple à comprendre, celle de la chaîne. Une chaîne, c'est un ensemble de maillons qui sont unis les uns aux autres et chaque maillon appartient à la chaîne générale que parce qu'il est attaché à son prédécesseur. Ce n'est pas possible qu'une chaîne puisse avoir des maillons qui ne soient pas liés les uns aux autres. Chaque maillon de cette chaîne représente en réalité une génération. C'est pour ça qu'on parle de chaîne génétique ou d'arbre généalogique. Et l'élément qui est important dans toutes ces images, c'est la notion de continuité. C'est-à-dire qu'un peuple est rattaché à ses ancêtres par une continuité. Elle est à la fois historique, culturelle, géographique, linguistique, politique, mais elle est surtout ethnique. Et étant donné qu'elle est ethnique, eh bien la question qu'on pourrait logiquement se poser dans cette première partie, c'est est-ce qu'il existe des études scientifiques qui nous montreraient qu'en effet, il existe des possibilités de traçabilité, de liens génétiques entre une génération actuelle et des générations précédentes. Si scientifiquement, il était démontrable qu'on peut trouver des continuités génétiques entre des individus issus d'époques différentes, alors on pourrait en déduire d'un raisonnement logique que cette continuité génétique est prouvée, certifiée, et qu'ainsi donc un peuple de souche pourrait être défini scientifiquement. Et que dit la science à ce sujet-là? C'est là qu'on va rentrer dans des détails scientifiques un peu relous. En science, on parle de continuité généalogique. La continuité généalogique, c'est la transmission directe du patrimoine génétique d'une génération à une autre. En simple, un homme et une femme copulent, ont un enfant, et ces deux personnes-là vont transmettre un patrimoine génétique à leur enfant qui permettra de pouvoir lier les individus entre eux. C'est comme ça que la notion de père, de mère, de filiation, elle existe, parce qu'elle se base d'abord sur une constatation génétique. Et justement, la science, elle est très précise là-dessus. Elle sait exactement quelles sont les séquences de l'ADN qui permettent de pouvoir lier des individus entre eux, savoir qui est frère et sœur, qui est père et mère, qui est cousin et cousine. Et pour cela, la science s'appuie sur deux lignes de la séquence génétique qui sont l'ADN mitochondrial et le chromosome Y. Alors, l'ADN mitochondrial, c'est un gène qui ne se transmet que par la mère. C'est-à-dire que vous soyez un fils ou une fille, vous avez tous les deux obtenu ce gène mitochondrial de votre mère, mais seule la fille le transmettra également à ses enfants. Et le chromosome Y, il ne se transmet que du père au fils. Ces deux marqueurs-là, ils ne se mélangent pas beaucoup au reste de l'ADN. C'est pour ça qu'ils peuvent être isolés scientifiquement et analysés. Mais le constat des scientifiques, il est exceptionnel. C'est qu'en réalité, ces gènes-là, ils restent stables sur des milliers d'années. Puisque si le gène mitochondrial ne peut être transmis que d'une mère à une fille, ça veut dire que votre maman a le même gène mitochondrial que votre grand-mère, que votre arrière-grand-mère et que votre arrière-arrière-grand-mère. Il est donc très facile de pouvoir relier génétiquement la filiation maternelle d'une personne sur des générations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces deux lignes génétiques, elles permettent aux scientifiques de pouvoir mettre des cases, ils aiment bien faire des cases visiblement, qui sont appelées haplogroupes, qui permettent de pouvoir mettre des personnes dans des cases génétiques pour comprendre de quelle souche de population ils sont issus. Et là, j'ai presque envie de vous dire que la vidéo pourrait s'arrêter ici. Alors déjà, non pour le watch time et non parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres sujets à traiter, mais c'est juste que scientifiquement, dans l'absolu, il est possible de retracer et de faire des liens entre des générations passées et des générations actuelles. Puisque si le haplogroupe, c'est un groupe de variants génétiques similaires qui sont partagés par des populations ayant un ancêtre commun très ancien, si on retrouve un haplogroupe dominant dans la population actuelle étudiée et qu'on retrouve ce même haplogroupe, c'est-à-dire les mêmes séquences génétiques chez des ancêtres retrouvés lors de fouilles archéologiques par exemple, on aurait donc une lignée qui est ininterrompue. Ce serait une preuve scientifique forte. Mais donc là, ça reste dans l'absolu. Donc la question que vous allez me poser, c'est est-ce que à l'heure actuelle, la science, elle a déjà réussi à faire un lien entre des populations anciennes et actuelles en se basant sur ces séquences ADN? Eh bien oui, et pas qu'une fois. Chez les Amérindiens, les scientifiques ont remarqué que les haplogroupes mitochondriaux, qu'ils ont nommés A2, B1, C1, dominent chez les populations étudiées et qui sont actuellement encore vivantes. Mais ils ont aussi remarqué que chez l'individu qu'ils ont trouvé en fouillant dans le Montana, qu'ils ont appelé l'individu Anzique, daté à plus de 12 500 ans, portait exactement les mêmes haplogroupes mitochondriaux. C'est-à-dire qu'il y a un lien génétique entre cet individu-là et les populations amérindiennes à l'heure actuelle dans le Montana. Pareil, en Amérique du Sud, ils ont trouvé des squelettes précolombiens porteurs des gènes A2, B2, D1, C1 qui sont identiques aux gènes mitochondriaux des populations colombiennes actuelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture entre les peuples amérindiens d'il y a 12 000 ans et ceux qui vivent encore actuellement
notamment dans les Amériques. Mais c'est pas le seul endroit dans lequel il y a eu une continuité génétique qui a été observée par les scientifiques. Par exemple, en Chine du Nord, dans les haplogroupes appelés haplogroupes de la mer jaune, qui sont les haplogroupes D, C et A, les scientifiques ont observé les mêmes haplogroupes sur des humains d'il y a 3000 ans et sur les populations Han actuelles. Mais tous les exemples que je viens de donner là, j'aurais pu en faire pareil en Australie, en Afrique, en Asie, en Europe aussi. Mais le plus important, c'est juste la démonstration scientifique qu'il existe une manière simple et logique de démontrer qu'il existe une continuité entre les populations autochtones d'il y a plusieurs milliers d'années, 5, 10, 15, 20 000 ans, et les populations actuelles. Maintenant que le raisonnement a été fait, la question se pose, est-ce qu'il existe la même continuité génétique pour les populations européennes? Et c'est justement la partie 2 de cette vidéo. Eh bien, tenez-vous, il y a une thèse scientifique qui répond précisément à cette question. Cette thèse, elle a été soutenue en 2019 à Bordeaux par une certaine Claire-Elise Fischer, qui est une anthropologue biologique et qui nous a fait un travail scientifique. Là, je le précise bien, c'est un travail académique, une thèse qui répond aux critères habituels et classiques que vous pourrez retrouver d'ailleurs en description de la vidéo pour les plus curieux d'entre vous. Elle n'a pas de biais politique, elle a quasiment elle-même condamné et s'est rendue sur place les conclusions qu'apportait sa thèse. Donc sur quoi elle porte exactement sa thèse? Elle a étudié une centaine de squelettes gaulois dans plusieurs sites archéologiques français. Il y en a en Normandie, dans l'Oise et dans l'Aube. Et elle a fait un comparatif entre les séquences ADN de ces squelettes et les Français actuels. Les squelettes qu'elle a utilisés, ce sont des Gaulois qui faisaient partie du second âge de fer, c'est-à-dire entre 450 et 25 avant Jésus-Christ. Pour cela, elle a étudié aussi les nécropoles, les rites. Bref, elle a fait un travail scientifique classique. Et les conclusions de sa thèse sont édifiantes. Il n'y a pas eu un seul changement démographique ni de remplacement de population. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais grosso modo, la thèse, elle est très simple, c'est de dire qu'il y a eu des changements culturels, mais il n'y a eu aucun changement démographique. Il n'y a pas eu de grands remplacements, il n'y a pas eu de grandes invasions, il n'y a pas eu de disparition des Gaulois. Les Gaulois sont encore actuellement en vie. Et en plus de ça, les Gaulois sont très spécifiques puisqu'ils ont une certaine stabilité génétique très facilement identifiable. Selon cette thèse, ils combinent 3 héritages seulement. Des chasseurs-cueilleurs européens, celle des agriculteurs du néolithique issus d'Anatolie et un apport stépique très limité. Et pour eux, cette stabilité génétique n'a pas changé depuis moins 1400, c'est-à-dire depuis 6 millénaires. Oui, scientifiquement, il est dit que les Français d'aujourd'hui ont la même génétique depuis 6 milliers d'années. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on vous a lavé le cerveau en essayant de vous faire croire qu'il y a eu des grands changements de population, que les Gaulois n'étaient pas vraiment vos ancêtres, qu'en fait la France avait toujours été une terre d'accueil et d'immigration et de remplacement de population? C'est faux. Scientifiquement, toute la littérature scientifique s'accorde à dire qu'il existe des peuples de souche partout et spécifiquement en Europe avec une continuité qui est prouvée. Dans la première partie, je vous parlais des liens mitochondriaux et paternels qui permettaient aux scientifiques de faire un lien entre les peuples autochtones et leurs descendants. Et bien pour les peuples gaulois, c'est sans appel. Je cite, la continuité avec les Français actuels est explicitement démontrée. Les lignées maternelles montrent une haute diversité avec des groupes comme haplogroupe H et U5 hérités du néolithique et partagés avec les Français modernes. Ça, c'est juste du côté de l'aplogroupe maternel. Et du côté paternel, l'aplogroupe R1b domine à environ 70%. Il est présent sans rupture depuis l'âge du bronze. Aucun signal de remplacement génétique est observé. Évidemment, la thèse explique qu'il y a eu une évolution locale et graduelle, mais sans afflux significatif d'autres génétiques, c'est-à-dire de populations extérieures. Ça veut dire que ce qu'on nous a vendu comme étant les grandes invasions barbares, les grands mouvements de population, ne sont scientifiquement même pas perspectibles dans la question de la génétique. Lorsqu'on a essayé de vous faire croire que les Francs avaient remplacé les Gaulois et que les Français étaient descendants des Francs et non pas des Gaulois, les Francs ne sont même pas perspectibles à l'échelle génétique dans la population actuelle. La conclusion pure et dure de cette thèse, c'est que les Gaulois sont encore vivants. Les Français blancs qui n'ont pas d'ancêtres issus de l'immigration, ils sont Gaulois, tout simplement. Quand vous voyez un blanc, un vrai Goër, et que vous voyez son visage,
il a potentiellement exactement la même gueule que Vercingétorix. C'est magnifique de se dire ça. Mais surtout lorsque les gauchistes essayent de vous dire que nos ancêtres les Gaulois n'est apparu que dans les années 1800 avec l'apparition de l'école publique, laïque et de l'inscription du roman identitaire national, et bien en fait, ces gens-là ne se sont pas trompés scientifiquement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le cas. Toute personne qui vous dit que les Français ne sont pas descendants des Gaulois font un négationnisme historique et scientifique. C'est-à-dire que soit ils mentent, soit ils se trompent. Mais maintenant, une fois que vous avez regardé ce genre de vidéo, que vous avez lu la thèse qui est en description de cette vidéo, vous ne pouvez plus vous tromper. C'est-à-dire que si vous passez outre, c'est que vous mentez. Et vous mentez au service de votre idéologie. Celle que la France n'existe pas en tant que peuple, qu'elle peut donc être remplacée, puisque son essence a toujours été d'être remplaçable. Sauf que si l'on reconnaît l'existence d'un peuple de souche gaulois génétiquement stable sur un territoire, on comprend aussi que c'est lui qui a le droit de disposer de son territoire comme il le souhaite, sur les aspects identitaires, culturels, religieux ou que sais-je encore. Et donc du coup, on arrive à la troisième partie où on va répondre aux arguments des gauchistes. Petite pause dans cette vidéo, si vous êtes arrivé ici, ça me fait déjà extrêmement plaisir, mais n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, mais surtout de la commenter pour le référencement. Pour le coup, mes vidéos, quand je les fais, elles font entre 6 et 10 000 vues. Il faut absolument que ce genre de vidéo qui se veut être une masterclass dépasse au moins la barre des 20 000 abonnés. Donc bombardez de likes, bombardez de commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Pour les personnes qui voudraient me soutenir autrement, vous avez ma cagnotte Tipeee juste en commentaire de la vidéo, ou sinon vous avez un lien qui vous dirigera vers mon Patreon dans lequel je balance une fois par semaine un épisode d'un podcast exclusif. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc maintenant on va répondre aux arguments que les gauchistes avancent lorsqu'on parle de l'existence ou non des peuples de souche. Premier argument qui revient souvent, c'est de dire que les Français ne peuvent pas être descendants des Gaulois, puisqu'en fait les Gaulois en tant que peuple ils n'existent pas, mais en fait c'est une multitude de tribus et de peuples. Donc on finit avec ce fameux argument, si vous êtes descendant de Gaulois, vous êtes descendant de quel Gaulois? Et là vous commencez à citer un nombre incalculable de tribus gauloises. C'est qui la souche des Français? J'ai fait une petite liste pour vous, pour de vrai. Les Arvernes, les Helvètes, les Ceutrons, les Élusates, les Durocaces, les Cabales, les Nerviens, les Onobrisiates, les Ségusianes, les Lactorates, les Vasates, les Ossites, les Védiantes, les Médiamotrices, les Ubiens, les Émalones, les Garous, les Leucs. Et en fait, ce raisonnement, il est absurde puisque c'est un sophisme, le sophisme de la décomposition. Pour faire un exemple que vous compreniez bien, c'est comme si on disait que le mojito, ça n'existe pas, puisqu'en fait, le mojito, il est composé de sucre, d'alcool, de menthe, de citron. Et comme si le fait qu'il existait des éléments particuliers pour faire un tout empêcher l'existence d'un tout d'être reconnu factuellement. Mais c'est exactement pareil avec les Gaulois. Alors oui, certes, les Gaulois sont composés de plein de tribus qui n'avaient pas forcément toutes exactement les mêmes coutumes, mais il n'empêche qu'il est totalement possible de les regrouper sous le terme de Gaulois. D'ailleurs, les historiens et les scientifiques le font, parce que si les tribus gauloises sont considérées comme des Gaulois, c'est parce que les Gaulois sont eux-mêmes une sous-catégorie de ce qu'on appelle les Celtes. Et les Celtes là, vraiment, et les Celtes pour le coup, en effet, ce sont une multitude de peuples qui n'ont pas les mêmes coutumes, les mêmes langages, et dire que les Français seraient descendants des Celtes, ça n'aurait pas beaucoup de sens, surtout que chez les Celtes, il y a vraiment des distinctions culturelles, linguistiques, régionales très importantes. Bref, dire que les Gaulois n'existaient pas en tant que nation ou en tant que peuple, c'est juste une méconnaissance historique doublée d'un sophisme. Et justement, ça nous permet d'arriver au deuxième argument qui est souvent avancé par les gauchistes dans ce débat. L'argument qui dit que la définition du peuple de souche elle a des contours trop flous. Par exemple, comment est-ce qu'on pourrait faire une distinction entre les Allemands et les Français, puisqu'il y a les Alsaciens qui sont vraiment mélangés entre les deux. Pareil avec les Espagnols, pareil avec les Suisses, pareil avec les Italiens. Bref, à partir du moment où les contours sont trop flous, ça veut bien dire qu'il n'existe pas de peuple de souche. Et là, encore une fois, c'est un sophisme. C'est le sophisme de la plage. Un mot n'a pas besoin d'avoir une définition stricte, et c'est rarement le cas, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Par exemple, la plage, on sait exactement de quoi on parle. Pourtant, si on réfléchit bien, la plage, c'est une zone dans laquelle il y a la mer et le sable. Mais la zone limitrophe entre le sable et la mer, ce n'est techniquement ni la plage ni la mer. Et des gens nous diraient, puisqu'on ne connaît pas exactement la limite du sable et la limite de la mer, on ne peut pas savoir exactement ce que c'est que la plage. Ça n'a pas de sens. Mais c'est surtout que, comme je le disais, tous les mots ont une définition qui est floue. Par exemple, si on prend le concept de table, une table, vous voyez grosso modo ce que c'est. C'est un meuble sur lequel il est possible de manger ou poser des affaires, de travailler ou d'avoir un bureau. Pourtant, si demain je voulais prendre un billet
bidon d'essence et le mettre dans ma chambre en disant que c'était ma table sur laquelle je pouvais également entreposer des objets, ça montrerait bien que le concept de table, il ne peut pas s'arrêter uniquement à ce qu'on a en général en tête quand on parle d'une table. Est-ce que pour autant ça rend la définition caduque, ça la rend nulle? Bah non, pas du tout. C'est exactement la même chose avec français de souche. Ce n'est pas parce qu'il y a des limites qui sont en effet difficiles à comprendre entre des peuples qui sont limitrophes, ça n'empêche pas d'avoir un peuple de souche qui lui est définissable assez simplement. Mais c'est surtout que ce genre de raisonnement il est ridicule puisqu'il est souvent accompagné de puisque le peuple de souche n'existe pas, alors on peut faire venir des millions d'Africains. Comme si le fait qu'il y ait des limites floues dans lesquelles il y a une continuité génétique entre certains peuples de souche impliquait forcément le fait qu'il pouvait faire venir des millions de personnes qui n'avaient strictement rien à voir, ni sur l'aspect génétique, ni sur l'aspect culturel, ni sur l'aspect religieux, ni sur l'aspect civilisationnel. Comprenez bien le niveau de mauvaise foi de cet argument pour y répondre. Et ensuite, on commence à arriver sur des arguments un petit peu plus intéressants. Comme par exemple, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une personne fait partie du peuple de souche? À partir de quand, de combien de générations une personne est considérée comme français de souche? Et c'est là que la réponse, elle est spéciale. Il faut bien comprendre que cette question, elle attend une réponse arbitraire. Et en fait, on a totalement le droit de faire des choix arbitraires sur cette question-là. Est-ce que c'est 5 générations? Est-ce que c'est 2 générations? Est-ce que c'est 1000 générations? Non. Mais en fait, on peut faire un choix arbitraire. Le premier choix arbitraire, c'est celui de considérer que pour être français de souche, il faut être génétiquement rattaché à ce peuple-là. Par exemple, d'autres personnes peuvent faire d'autres choix arbitraires. On a Antoine Léaumont qui décide que la France, donc les Français, n'apparaît que en 1789 avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme. Le seul point qui est important dans ce genre de choix arbitraire, c'est d'être en capacité de pouvoir défendre au mieux ce choix. Et donc du coup, si on considère que le plus important, c'est faire partie d'une génétique spécifique qui est celle des descendants de Gaulois, on peut considérer raisonnablement qu'à partir de 4 ou 5 générations, une personne qui n'a eu que quelques étrangers dans ses ascendants sera, d'un point de vue génétique, rattachée à un peuple de souche, au peuple gaulois ici en France. Et dans ces cas-là, bah, c'est juste l'histoire de 5 ou 6 générations. Si sur vos 8 arrière-grands-parents, vous en avez un seul qui est étranger, il y a personne qui va vous dire vous avez rien de génétiquement français. Pareil si vous en avez que 3. Tout est une question de proportionnalité et d'une certaine rationalité. Mais le fait de choisir arbitrairement quand est-ce qu'une personne est ou n'est pas de souche n'est pas un problème d'un point de vue du raisonnement, de la logique ou même de la rationalité. Autre argument qui est souvent avancé, c'est que la reconnaissance du français de souche, ce serait faire une hiérarchie de francité entre des Français et des plus ou moins Français ou des pas Français. Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est le propre d'une nation de considérer qu'il y a des personnes qui lui appartiennent et des personnes qui ne lui appartiennent pas. Que si le propre d'une nation, d'un État ou même tout simplement d'un statut administratif, c'est d'exclure des personnes, il faut bien comprendre que tout cela ne se fait que sur des critères prédéfinis. Donc, est-ce que vous êtes français et pourquoi est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous n'êtes pas français et pourquoi vous n'êtes pas français? Et quelles seraient les choses à faire pour que vous le soyez? Ça, c'est la première partie du raisonnement. Ensuite, il n'y a pas une question de moins français ou de pas français. Sur la question uniquement des Français de souche, soit vous êtes rattaché génétiquement à ces personnes, soit vous ne l'êtes pas. C'est binaire. Si vous n'êtes pas rattaché aux Français de souche génétiquement, si dans votre famille, vous avez aucune personne qui est génétiquement français, bah, factuellement, vous n'en faites pas partie. De la même manière que moi qui suis génétiquement éthiopien, eh ben je n'ai rien à voir et je ne fais factuellement pas partie du peuple malien. Et c'est exactement la même chose mais avec le peuple français. Avec ma génétique d'éthiopien, évidemment que je ne fais pas partie du peuple de souche français. Je n'ai aucun de mes ascendants génétiques qui est gaulois. Et ce n'est pas une insulte. Le fait de me dire tu n'es pas français le braque, je ne le prends pas comme une insulte. Oui, c'est factuel. Alors oui, j'ai la nationalité française, oui, j'ai la culture française et tous ces éléments-là ne me permettront jamais de pouvoir dire à une personne qui a des ancêtres gaulois, moi aussi mes ancêtres sont gaulois. Je peux le penser d'un côté affectif, culturel, historique et politique, il n'y a aucun problème. Moi je considère que mes ancêtres culturellement ce sont les Gaulois, mais ça n'empêche que mes ancêtres génétiquement ce sont ceux qui ont créé l'Éthiopie. Et les ancêtres des Gouers, c'est ceux qui ont créé la Gaule puis la France. Est-ce que c'est méchant? Non. Est-ce que l'accession au titre de citoyen français doit se résumer uniquement à la génétique? Ce n'est pas ce que je dis non plus. Je dis juste qu'il faut d'abord reconnaître l'existence d'un peuple de souche, donc sa légitimité à choisir qui ou non obtiendra la nationalité. Ça me paraît pas être un raisonnement déconnant. D'ailleurs, c'est ce que font 90% des pays à travers le monde. Et enfin, dernier argument qui est intéressant et qui est souvent soulevé, c'est celui des dom-tom. Le fait qu'on ait des départements français avec des personnes qui éthiquement n'ont rien à voir avec les Gaulois, qui sont considérés français, qui ont la nationalité, une culture française, et en plus de ça, qui sont rattachés à la République française telle qu'on la connaît depuis plus longtemps que certains départements français actuels. Et en fait, là, on va répondre à la question:
Et alors? Le propre d'une définition ou d'une idée générale, c'est qu'elle puisse connaître des exceptions. Bien sûr que ces personnes sont françaises, mais encore une fois, on ne parle pas aujourd'hui du fait d'avoir accédé à la nationalité française grâce à une histoire spécifique. On parle d'appartenir ou non à un peuple qui est ethniquement sur le socle européen. Évidemment que des Guyanais, évidemment que des Antillais, évidemment que des Réunionnais n'ont pas leurs ancêtres qui sont européens. Est-ce qu'aujourd'hui on nie leur appartenance à la France? C'est pas le sujet de cette vidéo et c'est pas ce que je pense non plus. Mais en fait, les personnes pensent souvent que en définissant le peuple de souche, alors on n'a plus le droit à l'exception, à l'existence ou à la coexistence sur un territoire de plusieurs peuples issus de différentes origines. Le but de ce raisonnement, c'est encore une fois que de ne faire reconnaître l'existence d'un peuple de souche issu des Gaulois. Que sur des îles appartenant à l'ancien empire colonial français possèdent sur ces territoires des personnes issues d'une traite négrière d'il y a 600 ans ne vient absolument pas contrecarrer l'existence d'un peuple de souche en métropole. Bref, cet argument lui aussi est caduc et il est nul. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a pu voir dans la première partie que d'un point de vue scientifique et sur un raisonnement logique, il était facilement démontrable qu'il existait à travers le monde des peuples de souche grâce à une continuité génétique qui est scientifiquement prouvable. Dans la seconde partie, on a pu prouver qu'il existait en Europe et précisément en France une continuité génétique entre les peuples qui vivent actuellement et leurs ancêtres, en particulier gaulois, prouvant qu'il existait bien un peuple de souche avec une continuité génétique, culturelle, historique sur le territoire français. Et on a pu répondre dans une troisième partie à plusieurs arguments souvent opposés par les gauchistes dans ce fameux débat sur l'existence ou non d'un peuple de souche. Vous retrouverez en commentaire toutes les sources les plus importantes, en particulier cette fameuse thèse qui m'a permis de rédiger une bonne partie de la troisième partie, enfin de la seconde partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si vous ne l'aviez pas encore fait. Je vous répète encore une fois que si vous voulez m'aider de manière très efficace, il y a mon lien vers ma cagnotte Tipeee pour ceux qui veulent m'aider et il y a aussi mon Patreon dans lequel je balance une fois par semaine un épisode d'un podcast exclusif là-bas. Je vous remercie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents réseaux sociaux ou ici et on se dit à très vite pour une future vidéo. C'était le Braque, le meilleur noir de France.